De ce chapitre 4 qui porte, alors chapitre 4 parce que le 3 était l'art, le 4 le langage, le 5 sera le temps. Cette fois-ci concernant le langage. Alors, le langage, je vais essayer d'être un peu plus rapide pour le coup que pour l'art, hem et essayer d'être un petit peu plus synthétique. Le langage, il faut simplement apprendre la définition, c'est un système ou un ensemble de signes qui permettent l'expression de la communication. C'est-à-dire qu'on va, comment dire? Émettre un message. Ce message aura un contenu et il sera reçu et avec cohérence, par celui qui l'écoute ou le voit et donc cet, échange, ce système de signes permet un échange et une compréhension entre 2 interlocuteurs. On peut parler, d'un langage animal, très intéressant aussi, hein, de poser une distinction en définition entre le langage, des animaux qui est un langage effectivement plus sommaire, qui passe davantage par une expression corporelle ou le langage informatique qui est un système de code qui a un sens et qui permet la transmission d'un message. Au sens strict, le langage est réservé à l'humanité. On pense que c'est vraiment le propre de l'homme d'être capable de communiquer avec un système de signes portant des caractéristiques propres, suivant les alliances qu'on fait. Si je mets PO2ME, ça donne le mot pomme et ça représente le fruit. Donc le langage, c'est cette faculté à constituer un ensemble de signes, qu'on différencie, alors peut-être pas opposé, le mot est un peu fort ici, mais qu'on va différencier de la langue qui, elle, renvoie davantage au niveau culturel à une communauté humaine particulière, spécifique. Donc généralement, suivant, les symboles verbaux, écrits qui vont être utilisés, cela renverra à la culture spécifique, d'une population donnée. Donc la langue, en fait, si vous voulez, là où le langage est un petit peu plus universel et on peut dire que tous les hommes ont un langage, sans, là pour le coup, sans restriction, on peut universaliser. En revanche, tous les hommes n'ont pas la même langue. Donc on rentre ici dans la spécificité culturelle. Et puis, on distingue le langage et la langue de la parole. C'est l'acte par lequel s'exerce la fonction linguistique. On peut parler en émettant des sons, on peut parler aussi en signant avec ses mains. Alors, dans ce cours, on va poser 3 thèmes différents. Le langage est le propre de l'homme, c'est-à-dire qu'on va analyser le fait qu'effectivement il soit réservé, qu'il soit une spécificité proprement humaine, et on va essayer d'analyser la distinction. Donc là, on va voir que c'est dans notre nature, que ça nous distingue de l'animal, et puis enfin, on s'interrogera sur les sources du langage, et enfin, nous verrons notre ami Jean-Jacques. La deuxième partie, c'est de savoir si ce langage est représentatif de ce que nous avons à l'esprit. Est-ce qu'on peut dire que les mots sont fidèles à notre pensée ou au contraire, que les mots, sont insuffisants à, décrire, ce que nous avons à l'esprit? Et puis, dernier point, l'importance de ce langage, c'est sa dimension morale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de parler et que d'émettre des sons qui ont un sens, il s'agit aussi de s'engager moralement envers l'autre par le biais des mots que j'utilise. Et donc on va voir en quoi le langage intervient dans ces relations interpersonnelles en dehors de la simple communication. Vous avez le livret ici, «L'homme est-il un être de parole?» Alors, j'ai choisi cette question parce que quand on dit que l'homme est un être de parole, on a cette idée de l'homme qui est capable de parler, de l'homme, qui est capable d'exprimer sa pensée et surtout, quand on dit que quelqu'un, c'est une personne de parole, c'est que, sa parole est conforme à son engagement moral, à l'intention morale qu'il met derrière ses mots. J'ai mis ce film absolument magnifique, un extrait de ce film qui s'appelle Premier contact, dont je reparlerai, lorsque je parlerai de Sapir, du débat entre Sapir et Whorf. Voilà, donc vous avez dans l'introduction, cette distinction entre, langage, langue, parole. Qu'est-ce que la parole? Donc voilà, c'est surtout cette idée-là que nous allons retenir dans ce grand 3 que je viens d'exposer. C'est-à-dire qu'on a un engagement moral, qui nous permet d'être dans une intersubjectivité, c'est-à-dire, des 2 subjectivités qui se parlent, à la fois, sous un angle purement communicationnel, mais aussi sous un angle moral. Voilà. Donc du coup, je vous laisserai lire l'introduction. Vous devez bien avoir en tête que dans la parole, vous avez effectivement, le discours,
Donc c'est-à-dire celui qui s'exprime, vous avez le message en lui-même, c'est-à-dire le contenu de la parole et la manière dont il est reçu. Donc on a non pas 2 protagonistes lorsqu'on parle, de la parole et du langage, on en a 3. Bien sûr le sujet parlant, l'interlocuteur et celui dont on parle. Et ça, il faut bien l'avoir en tête qu'à la fois la parole, elle fait référence au monde extérieur, hein. Si je dis: «Tiens, il pleut», vous allez regarder par la fenêtre, vous allez recevoir ma parole. Moi, il y a l'intention que je mets à vous signaler qu'il pleut, c'est prenez un parapluie, par exemple, et puis, bah, il y a la pluie qui tombe. Voilà. Et il y a aussi, bien sûr, le vécu intérieur. Je suis irritable aujourd'hui. Je signifie quel est mon ressenti pour que vous puissiez, vous, voilà, vous adapter à cette information que je vous transmets. Lorsqu'on dit que l'homme est un être de parole, bien sûr, on conçoit la parole comme un engagement moral. C'est ce que j'expliquais juste avant. C'est-à-dire qu'en gros, on va accomplir une obligation morale et notamment une obligation de vérité. L'être de parole est celui qui aura une action conforme à l'intention qu'il pose. Si je dis, par exemple, on me demande de garder un secret, on va me transmettre ce secret, si je donne ma parole de ne pas le révéler, c'est que je m'engage moralement à ne pas révéler ce secret qu'on m'a confié, donc à être en vérité avec la personne avec laquelle j'ai passé ce contrat moral. Voilà. Je vous ai mis la problématique. Ce qui peut être intéressant lorsqu'on parle du langage, c'est aussi de montrer que la langue peut avoir une influence dans cette intersubjectivité qui est quelque part le mot-clé, hein, de ce cours. Quand on parle d'intersubjectivité, on parle d'une relation entre 2 subjectivités. Je ne sais plus où je l'ai mis. Et donc de ce fait, on voit bien il y a plusieurs pôles dans l'individu qui reçoit mon propos qui peuvent être touchés. Soit je vais avoir un discours très logique, et auquel cas je vais faire appel à votre raison. Soit j'émets un discours porteur de valeurs, et auquel cas je vais faire appel à l'éthique. Soit je vais essayer de venir toucher votre sensibilité, et auquel cas on parlera de la portée psychologique du langage. Ça, c'est ce qu'on appelle le triangle rhétorique, qui serait la base d'une communication réussie, entre guillemets, ou en tout cas qui atteint son objectif. Et donc, de ce fait, ce triangle rhétorique qui est inspiré d'Aristote vise à captiver l'auditoire, c'est-à-dire à faire en sorte que la parole que je professe puisse atteindre son objectif. Voilà. Alors, nous allons aborder dans ce grand 1 le fait que l'homme est un être de parole par nature. Pour Aristote, et ça il faut retenir cette phrase, l'homme est un animal doué de logos. Le logos signifie à la fois l'acte de parler, donc le langage, et à la fois la logique, c'est-à-dire la parole raisonnée, la parole de raison. C'est-à-dire que par la parole, par le fait de mettre des mots, je suis capable de faire usage de logique en distinguant le bien, le mal, l'utile, le nuisible, le juste, l'injuste. Donc il s'agit, grâce au fait que nous soyons doués le logos, de bien vivre. Donc la parole, elle est nécessaire chez Aristote à toute forme de société, à toute forme d'échange nécessaire à la vie en collectivité. Donc c'est une disposition, finalement, pour Aristote, ce langage, c'est une disposition à actualiser notre excellence dans la cité, qui est, et ça pareil, il faut le retenir, la destination naturelle de l'homme. Nous sommes faits pour vivre ensemble. D'ailleurs, et ça on le reverra dans le cours sur l'État, pour Aristote, l'homme qui vit en dehors de la cité est soit un être surhumain, soit un être dégradé. Autrement dit, nous sommes, nous, humains lambda, naturellement faits pour vivre en société, naturellement faits pour vivre ensemble, et le langage vient permettre de sédimenter ces rapports sociaux. Donc on va créer une cité qui sera à ce moment-là capable de réaliser le bien commun. J'en arrive à un deuxième point qui est celui formulé par Descartes dans la lettre au marquis de Newcastle en 1646. Alors c'est une lettre dans laquelle il dit que le langage des êtres humains a des spécificités. Et cette spécificité, c'est que, à la différence de l'animal,
Le langage est pour nous le témoignage de notre faculté de penser et de raisonner. C'est-à-dire que lorsque nous parlons, ce langage devient le signe que nous sommes des êtres de raison. Le waf du chien n'a pas, n'a pas de sens à proprement parler, en tout cas n'exprime pas une faculté de penser logiquement à l'intérieur de soi, enfin en soi. Et donc de ce fait, il renvoie à cette théorie de l'animal-machine. Hein. Pour lui, l'animal est semblable à un automate. Il exprime de façon sensorielle ses besoins en émettant un son, mais ce son ne va pas être représentatif d'une pensée qui serait cachée en lui. Et donc du coup, il a cet exemple-là, il dit tous les hommes, même les plus stupides, utilisent le langage, là où aucun animal, même le plus intelligent, n'est capable d'exprimer sa pensée. Et là, vous allez me dire, oui, mais le perroquet. Alors oui, le perroquet, eh bien, c'est justement un exemple de Descartes lui-même. Il dit que le perroquet, il parle, il mime, par effet de mimétisme, il va imiter la parole humaine, mais il ne va jamais exprimer ses pensées. Il ne va jamais exprimer ce qu'il ressent intérieurement. Donc le perroquet, si habile soit-il dans la capacité qu'il a à reformuler des sons proches de l'homme, en fait, n'exprime jamais son intériorité. Donc on voit bien que chez l'animal, on est dans une mécanique d'expression du corps, là où chez l'homme, on est dans l'expression d'une pensée qui est voilà, dont la parole en fait est le signe de notre pensée. C'est l'objet de cette citation. La parole est l'unique signe et la seule marque assurée de la pensée cachée et renfermée dans les corps. Et donc c'est le propre de l'homme et ça on doit voilà, on doit vraiment le garder en tête. Donc chez Aristote, c'est le propre de la grandeur de l'homme. Chez Descartes, c'est le propre de l'homme spécifiquement dans sa faculté de penser. Une question se pose, c'est comment ce langage a pu naître, comment nous avons pu avoir besoin d'exprimer et de créer un langage pour exprimer notre pensée. Alors, Rousseau s'intéresse à cette question dans un livre qui s'appelle Essai sur l'origine des langues. Il va dire que le langage, en fait, c'est ce qui nous permet de former en nous toute pensée abstraite. Et donc le langage est indissociable de cette pensée. Les deux fonctionnent de pair et vont ensemble. Et donc il va essayer de s'interroger sur l'origine et il ne va pas faire une espèce de traçabilité historique, revenir aux premiers hommes qui ont exprimé une langue, parce que pour lui c'est impossible, on n'a pas cette capacité empirique à s'appuyer sur des faits précis. Et cette approche, elle serait totalement vaine. Et donc il va essayer de s'interroger sur ce que nous avons eu besoin d'exprimer pour fonder l'acte de parole. Alors pour lui, ce n'est pas la raison ni le besoin qui ont permis d'exprimer ces nuances de mots. Pourquoi? Si je prends l'exemple du besoin, le besoin, nous avons tous les mêmes. Et donc, techniquement, nous sommes capables de nous entendre. Je peux vous assurer que vous êtes tous capables de mimer la faim, la soif et le sommeil sans exprimer des mots, parce qu'il n'y a pas besoin de nuances pour cela. En revanche, c'est l'expression des passions qui a nécessité le fait que nous ayons eu besoin de l'exprimer. Et donc, du coup, pour Rousseau, et ça c'est très important, l'homme parle parce qu'il est un être sensible, habité par la puissance de ses passions. Nous avons eu besoin d'exprimer l'amour dans ses nuances, nous avons eu besoin d'exprimer, de distinguer l'amour et l'amitié, et c'est cette raison-là qui nous a poussé justement à utiliser le langage. Ah oui, j'ai pas parlé de ça, tiens, il faudrait que j'y revienne. Donc je vous ai mis ici un petit extrait du discours sur l'origine des langues. Et du coup, vous avez dans ce texte-là, cet extrait qui est magnifique, je trouve. Voilà les plus anciens mots inventés, et voilà pourquoi les premières langues furent chantantes et passionnées avant d'être simples et méthodiques. C'est-à-dire, c'est ce besoin de passion et d'expression de la passion qui a généré cette nécessité à créer un langage automatique. Alors, je voudrais revenir sur un exemple concernant Descartes que j'ai oublié et dont je viens de me souvenir en regardant le cours. C'est l'histoire de Hans le Clever. Hans Clever, c'est Hans le Malin. C'est le nom du cheval. Et c'est une expérience qui a longtemps troublé la communauté scientifique. Parce que c'était un cheval qui comprenait, on pensait qu'il était capable de comprendre
ce que son maître lui signifiait, et notamment de procéder à des opérations complexes en mathématiques, donc des opérations de maths où normalement c'est plutôt réservé aux hommes. Et le cheval tapait avec son sabot et systématiquement donnait la bonne réponse. Et bon, on a testé un peu Hans en faisant en sorte que son maître ne soit pas à portée de vue, en augmentant la distance avec son maître et en mettant un autre maître. Et on s'est rendu compte que Hans le malin n'était plus malin du tout et qu'il n'était plus capable de répondre aux opérations. C'est-à-dire qu'on a projeté dans ce cheval une capacité d'intelligence et de rationalité qu'il n'avait pas. En fait, Hans arrivait à cerner les expressions corporelles de son maître, et au moment où le maître voyait arriver la bonne réponse, ben, il y avait une espèce de petite tension que le cheval percevait et il s'arrêtait de taper du sabot. Et donc du coup, vous voyez, on est dans une perception très corporelle et très sensorielle de l'attitude du maître, et absolument pas dans une posture rationnelle du cheval. Voilà, donc ça c'était pour l'exemple de Descartes. Vous en avez deux, l'exemple du perroquet et l'exemple de Hans le malin. Voilà. Alors, j'en ai fini avec cette première partie sur le fait que le langage soit le propre de l'homme, et j'aborde la seconde sur l'interrogation. Donc là, je vais vraiment questionner, est-ce que les mots sont fidèles à notre pensée, ou au contraire, est-ce que les mots peuvent trahir notre pensée? Alors, pour Nietzsche, et je vous ai fait un petit schéma, il y a les impressions que nous avons sensibles, que nous ressentons sur les choses, que nous percevons. Il y a dans un deuxième temps l'image mentale que l'on va s'en faire et que l'on va commencer à enfermer dans une pensée. Et puis, dans un troisième temps, il y a les mots que l'on va mettre dessus pour dire les choses. Et donc, pour Nietzsche, à la fois le langage est très important parce qu'il a permis le développement de la civilisation. D'un autre côté, le problème du langage, c'est qu'il nous empêche, il nous voile, en fait, il voile l'essence des choses. Ce que nous ressentons de manière très intuitive en nous vient être opprimé, comprimé dans les mots que nous allons mettre dessus. Parfois, il y a des énergies que nous avons en nous, il y a une perception que nous avons du réel, qui, à partir du moment où on l'enferme dans les mots, est déjà trahie, est déjà travestie. Donc Nietzsche va dire que le langage morcelle notre vie psychique, notamment, en soulignant que les mots sont inaptes à exprimer nos états intérieurs. Il est parfois, lorsqu'on a un ressenti en soi, on le ressent de manière brute, et à partir du moment où on va mettre le mot « j'ai peur » ou « je suis angoissé » ou « je suis heureux »,« je suis content », eh bien ça y est, on a déjà travesti le ressenti qu'on éprouvait. Deuxième chose, c'est que nous vivons dans notre intériorité, nous vivons dans un flux constant qui est jalonné par une coloration infinie d'émotions, et à partir du moment où on va commencer à les exprimer, nous allons diviser cette vie psychique, nous allons la morceler, la cadencer, et donc de ce fait, nous allons trahir ce que nous ressentons véritablement. Et donc du coup, pour Nietzsche, nous allons fixer, et les mots représentent cela, des significations rigides qui vont s'imprimer sur des impressions éphémères et singulières. Et donc le langage travestit notre rapport aux choses, notre rapport à nous, notre rapport au monde, en privilégiant ce que nous avons en commun aux dépens de ce qui nous singularise. Autrement dit, nous n'avons pas toujours besoin de parler. Nous n'avons pas toujours besoin de nous représenter mentalement les choses, mais parfois simplement de les vivre dans leur continuité. Voilà, c'est ce que j'exprime ici. Le langage morcelle la vie psychique et ne dévoile pas l'essence des choses. Il ne permet pas d'atteindre la vérité parce qu'il ne produit que des représentations métaphoriques de la réalité. Si je dis un arbre, c'est une représentation métaphorique du fait que chaque arbre a sa propre singularité et qu'aucun ne ressemble à un autre. Même vos sapins de Noël dans votre salon aujourd'hui. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de réelle correspondance entre la réalité et les mots. Et donc finalement, le langage nous apparaît à la fois comme une condition de l'action, mais en même temps n'exprime pas le réel. Et donc de ce fait, vous voyez bien qu'on a cette espèce de morcellement qui s'opère. Le deuxième auteur que nous allons voir, c'est Henri Bergson. Alors, Henri Bergson, dans Le Rire, aborde cette question du langage
Et il l'aborde sous un angle assez similaire, mais un petit peu différent de celui de Nietzsche, puisqu'il dit que le langage révèle l'inaptitude des mots. En fait, les mots sont inaptes à exprimer nos états intérieurs. Les mots sont nécessaires à la pratique, à l'action, mais en tout cas enferment nos ressentis, voire les trompent. La vie intérieure, pour lui, c'est une dure épure, c'est un fluide qui s'opère en nous, donc on voit bien là cette similitude avec Nietzsche, et finalement les mots viennent désagréger cette continuité. Et donc parfois, il y a en nous des émotions, des intuitions qui ne peuvent pas se dire, ce qu'on appelle l'ineffable, c'est ce qui ne peut pas être dit, comme les objets d'intuition, qu'on ne peut pas saisir par les mots, et à partir du moment où on le fera, eh bien nous allons déformer en fait cette vie spirituelle que nous allons vivre en nous. Cette citation, il est peu probable que l'œil du loup fasse la différence entre le chevreau et l'agneau. Ce sont là pour le loup deux proies identiques. Et le loup serait dans cette espèce d'allant vers la chose sans forcément avoir ce besoin de mettre les mots. Bon, je ne sais pas si cet exemple est bien intéressant. Donc vous voyez, et c'est cette distinction spécifique que nous allons retenir chez Nietzsche. Vous voyez bien la distinction entre ce qui se passe dans la pensée. La pensée, elle est singulière, chaque émotion sera différente de celle que nous avons vécue précédemment. Elle est dans un changement et dans un flux continuel permanent, et elle renvoie à notre individualité, à notre singularité. Alors que le langage est par essence général, par exemple, il n'y a qu'un mot pour dire amour, il est dans une fixité. Le mot amour, finalement, est appliqué à la polyvalence des ressentis de chaque individu à l'instant T. Donc vous voyez bien qu'il y a une fixité, et il répond aux besoins sociétaux de nommer les choses, mais pas à notre singularité. Voilà, donc c'est ce que je vous ai mis ici. Le mot amour dont je dispose pour l'exprimer est nécessairement général, commun et conventionnel, et ce mot se glisse entre la chose et nous. Et finalement, en faisant ça, eh bien, il nous arrache à notre individualité. Donc le langage est utile, le langage sert à l'action, mais le langage dévoie un petit peu ce que nous voyons et nous ressentons des choses. Et finalement, vous avez dans ce langage un prisme qui sera déformant, un prisme déformant de la réalité, puisque le mot enferme la perception que nous avons du réel. Et donc, on a par exemple le concept d'arbre. Vous avez la polyvalence de tous les arbres. En fait, il faut voir le schéma de droite à gauche. Les arbres concrets, tout ce qui le représente, on a un sapin, un chêne, un saule pleureur ou un palmier. On dirait celui d'Animal Crossing, c'est marrant. Et donc du coup, on a cette polyvalence des arbres. À partir du moment où je me fais l'idée d'un arbre, cette idée est beaucoup plus floue, et quand je mets le mot dessus, alors là, je trahis totalement. C'est-à-dire qu'entre le mot arbre et la polyvalence des arbres, bon bah, vous voyez bien qu'il y a une fracture totale. Et donc chez Bergson, le langage, on ne doit le concevoir que comme un outil, et pas plus. Je vous laisserai lire le texte. Je vous ai mis ici à la fois les questions et les réponses, parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, qu'est-ce que nous perdons avec le langage? Eh bien, nous perdons, et ça vous le retenez bien, les nuances de notre ressenti intuitif. On dénature la pureté de l'émotion en la nommant. Et pourquoi c'est fugitif? Parce que c'est ce qui apparaît et disparaît, et ça, c'est l'émotion telle qu'elle est vécue. Et finalement, toutes nos émotions sont fugitives, là où finalement, à partir du moment où nous mettons les mots, nous lui apposons une marque fixe. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette idée-là. Ça, je le reprendrai en cours puisque je veux avancer. Dernier point. Alors, on va avoir une vision totalement différente de Nietzsche et de Bergson. C'est celle d'Hegel dans Encyclopédie des sciences philosophiques. Pour Hegel, ce n'est pas compliqué. Si nous n'avions pas de langage, nous ne pourrions pas penser. Autrement dit, il est pour lui assez difficile de se dire que l'être humain saurait se passer du langage, puisqu'au final, si nous sommes capables de penser, c'est parce que nous avons mis des mots sur les choses, parce que nous avons mis des mots sur ce que nous ressentions, sur nos besoins, sur la vie psychique et rationnelle qui nous entoure, qu'il y a en nous plutôt. Et donc pour lui, le langage est déterminé. C'est de ce fait ce qui nous permet, est indéterminé, pardon. Le langage est ce qui nous permet de qualifier
ce que nous allons ressentir. Et ce qui n'a pas de mots, donc lorsque le langage est indéterminé, eh bien, nous marquons notre faiblesse puisque nous sommes incapables de dire et donc nous restons dans un flou, dans une imprécision et dans une obscurité. C'est pour ça que le mot forme, structure et détermine la pensée, ce qui constitue un véritable progrès pour l'individu, un progrès parce qu'il est capable d'exprimer ce qu'il pense, parce qu'il est capable d'interagir avec l'autre et parce qu'on est capable de manifester ce qu'est le réel. On a mis des mots sur tout ce qui nous entoure, même sur le vide, le néant et l'infini. Même sur ce qu'on ne peut pas, ce dont on ne peut pas faire l'expérience, eh bien nous avons mis des mots dessus parce que nous avons besoin de les qualifier. De ce fait, on retient cette citation qui, pour le coup, est très explicite. L'intelligence, en se remplissant de mots, se remplit aussi de la nature des choses. Voilà, bon, je pense que c'est assez clair. Vous voyez qu'il y a quand même une similarité entre Nietzsche et Bergson, donc vous pouvez choisir un des auteurs et vous l'approprier sans problème. Je vous ai mis cette petite distinction chez Hegel qui est assez intéressante. La distinction entre la pensée prélinguistique, c'est lorsque je faisais cette distinction ici entre l'ineffable et le flou et l'obscur. Donc ça, c'est quand on est dans la pensée prélinguistique, c'est-à-dire avant le langage, pour lequel Hegel dit que c'est un processus mental inabouti et indéterminé, et donc qu'on n'en retire rien finalement de véritable. Alors que dans la pensée linguistique, on est dans une pensée qui s'accomplit dans les mots, qui met en ordre grâce aux mots, et donc qui se détermine. Et donc il y a véritablement une importance pour l'homme à mettre des mots sur les choses, puisque le reste n'existerait pas pour nous, si ce n'est dans un espèce de flou obscur, une sorte de maelstrom intérieur. Ce qui est dit dans cette citation-là, l'inexprimable est en vérité seulement quelque chose de trouble, en fermentation, qui n'acquiert de clarté que lorsqu'il peut accéder à la parole. Alors cela peut être expérimenté par nous lorsqu'on n'arrive pas à mettre de mots sur nos émotions, on voit bien qu'intérieurement on est dans un flou total. Et donc parfois on a juste besoin de mettre des mots sur les choses. Voilà. Alors, dernier point, c'est le fait que nous allons voir que la parole est un engagement envers autrui. Alors pour cela, on va se concentrer sur John Austin, quand il a écrit ce livre en 1962, Quand dire, c'est faire. John Austin a une vision assez simple et assez pragmatique du langage, c'est de dire que le langage, c'est pas seulement un moyen de communication, c'est aussi un moyen d'action. C'est-à-dire que lorsque j'annonce quelque chose, eh bien, je vais agir, je vais dominer, je vais dire ce que je vais faire. Et donc, je produis un énoncé qui précède l'exécution d'une action. Et donc, finalement, je produis un énoncé qui va devoir s'accomplir dans les gestes, dans les mots, dans les choses. C'est pour ça qu'on dit que les langues ou le langage est performatif, c'est-à-dire qu'il a pour fonction non pas seulement de faire une annonce, mais de précéder un acte. Je pense que je vous ai mis la distinction, je ne sais plus où je l'ai mise, mais voilà. Et donc du coup, vous voyez bien que certains énoncés réalisent l'action, sont performatifs. Par exemple, et c'est un exemple d'Austin lui-même que je trouve assez percutant, quand je dis oui à l'hôtel ou à la mairie lorsque je me marie, oui je le veux, je ne fais pas un reportage sur le mariage. En fait, je suis dans mon propre mariage et je m'engage avec la personne avec laquelle je suis en train de m'unir. Et donc du coup, je m'engage à passer le reste de ma vie avec lui, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole qu'on prononce, c'est pas est-ce que vous voulez les cartes Harry Potter au Super U à la caisse, oui, je le veux, bon, bah, ok, je vais avoir mes cartes Harry Potter, c'est réglé. Là, je m'engage moralement envers l'autre. Je m'engage de manière existentielle aussi vis-à-vis de moi, puisque je sais que je vais devoir eh bien, composer avec un autre toute ma vie. Donc voilà, nous avons vraiment un caractère assez pragmatique des mots qui annonce quelque chose et qui annonce un engagement dans les faits et qui nous permettra justement de donner du sens aux mots. Alors, on va mesurer cet engagement que nous avons vis-à-vis de l'autre dans les mots. Cet engagement, il va être relatif à une culture donnée. C'est ce qu'on appelle le débat entre Sapir et Worth. Donc, Edward Sapir et son élève Benjamin Lee Worth
Pour eux, donc dans une étude qu'ils vont faire, ils vont dire que, une langue en fait n'est jamais neutre. Une langue n'est jamais neutre, une langue est une retranscription d'une réalité sociétale donnée. Une langue répond aux besoins d'une société et donc de ce fait, heu, nous sommes conditionnés par la langue que nous parlons. La langue, elle va faire ce que je suis. C'est-à-dire que, vous seriez la même personne née, dans une famille américaine, vous n'auriez pas eu la même, individualité, vous ne seriez pas le même. Parce que c'est une autre langue et donc un autre socle culturel qui vous aurait conditionné en tant que sujet, en tant que personne. Et donc, pour eux, nous avons, un conditionnement de la langue. L'individu est conditionné par la langue qu'il parle. Heu et donc voilà, vous notez bien que la langue a une antériorité, elle conditionne notre pensée et donc oui, la langue m'engage, mais relativement à ma propre culture, elle m'engage parce qu'elle m'a d'abord engagée, en fait. Je ne sais pas si c'est clair si je le dis comme ça. Et donc les mots nous déterminent, à notre insu et nous poussent à percevoir, le monde d'une certaine manière, raison pour laquelle nous parlons d'un relativisme linguistique. Voilà, on doit toujours, penser, la langue natale de l'individu, la langue dans laquelle il parle, puisqu'on pense avec cela un socle culturel qui l'aurait et qui l'aurait influencé et qui aurait influencé sa perception du réel. Et donc de fait, 2 individus qui parlent une langue différente n'auraient pas la même perception du réel, vivraient dans 2 mondes différents. C'est aussi valable pour les individus bilingues de naissance, qui, auraient une personnalité différente selon la langue dans laquelle ils s'expriment à un moment donné. Voilà. Donc du coup, nous avons justement cette espèce de perception différente. Alors, Worf, il va utiliser l'exemple de la langue Hopi, qui est une langue qui ne contient pas de référence au temps et donc de ce fait, les communautés Hopi ne perçoivent pas le temps comme nous. Et ça, c'est assez fondamental, hein, on le verra dans le chapitre sur le temps, le prochain que nous allons faire. Le fait de mettre un mot sur le temps, de le quantifier, nous fait percevoir l'existence d'une certaine manière. À partir du moment où je ne mets pas de mots sur le temps n'existe pas pour moi et n'existe pas tout court d'ailleurs. Et donc du coup, vous voyez bien que ça forge une perception différente de notre existence. Donc voilà. Selon Sapir, la réalité, c'est une production, donc du coup, des habitudes d'un groupe donné. C'est pour ça qu'on parle de ce relativisme linguistique et du fait que chaque langue, en fait, est relative aux besoins d'expression d'une société et cette relativité forge mon individualité au passage. 2 exemples intéressants à utiliser ici. Bien sûr, le film Premier contact, avec, alors je ne veux pas vous spoiler pour le coup, mais vous avez, des extraterrestres, j'aime pas trop le dire comme ça, qui s'expriment justement avec une langue sémasiographique, c'est-à-dire que toute la phrase est écrite sur un seul schéma, circulaire ici. Et donc du coup, la manière de percevoir le monde n'est pas linéaire comme nous, c'est-à-dire que nous, on a des phrases qui se suivent, des lignes, hein, d'écriture par exemple, qui sont un reflet de notre rapport au temps puisqu'on est dans une temporalité linéaire. Dans le langage sémasiographique, on est dans un rapport au temps plus cyclique, dans une instantanéité de l'expression et qui fait que nous n'avons pas, le même rapport au monde que que ces extraterrestres. Voilà. Et donc du coup, vous avez aussi, l'exemple de, alors je vous ai mis celui des peuples arctiques avec, plein de mots pour dire la neige. Je sais qu'au Québec, ils ont plein de mots différents pour exprimer les états de la neige. La schloss, c'est cette espèce de neige fondue un peu boueuse. La poudre, c'est, cette neige qui tombe, pendant l'hiver et qui fait que, vous savez, cette neige très aérienne, qui monte sur plusieurs mètres, hein, mais très aérienne, dans laquelle on a envie de se jeter tellement c'est, voilà, où on fait l'espèce d'image du papillon là, voilà. Vous avez la glace parce que forcément, ces différents états de la neige n'impliquent pas la même réalité pour eux. C'est-à-dire que si c'est de la poudre, bon bah, on aura les chaussures qui vont accrocher. Si c'est, de la neige glacée, on risque de glisser, donc on met des chaussures avec des crampons et puis on met des chaussettes aux pneus de sa voiture. Et puis si c'est de la schloss,
ben, on fait attention, on va mettre des grosses bottes parce que c'est ultra boueux et qu'on arrive au travail, complètement, sali. Voilà. Donc vous voyez que ça exprime un besoin spécifique. Dans un autre registre, vous avez bien sûr Orwell dans 1984, quand il parle de la novlangue, quand il décrit ce qu'est cette novlangue, c'est-à-dire cette nouvelle langue, qui est celle de l'État totalitaire, qui s'impose aux citoyens, et qui est une langue dans laquelle le mot liberté n'apparaît pas. Et à partir du moment où on n'exprime pas ce qu'est la liberté, elle n'existe plus pour nous. Et cette langue-là permet de contrôler la pensée des personnes. Et donc, de ce fait, en éliminant certains mots, on ferait disparaître l'idée qui est associée au mot. Voilà, donc je vous ai mis l'exemple de la liberté ici. Donc j'en ai fini pour ce débat Sapir-Whorf, en retenant bien cette idée d'un relativisme linguistique avec l'exemple des Hopis, des peuples arctiques et bien sûr d'Orwell ou de Premier Contact au choix, hein, vous avez pléthore d'exemples. Le dernier point, et on va voir en quoi justement cette parole nous engage, effectivement nous engage envers autrui, mais ici dans une dimension beaucoup plus morale, c'est bien sûr Emmanuel Kant, hein. Si on parle de morale, vous l'avez compris, on ne peut pas tellement le rater. Et c'est dans un débat qu'il a eu avec Benjamin Constant dans un livre qui s'appelle D'un prétendu droit de mentir par humanité, où Kant va réagir à un texte de Constant écrit dans le livre des réactions politiques. Benjamin Constant défend moralement l'idée que parfois, eh bien, nous avons le droit de mentir, le droit de ne pas dire la vérité, le droit de dissimuler la vérité. Et donc, du coup, pour Benjamin Constant, en fait, c'est impossible. La société deviendrait intenable à partir du moment où on érigerait ce devoir de vérité en principe moral. Donc voilà, pour Kant, en revanche, donc là vous voyez que vous avez vraiment deux visions, et c'est pour ça que j'utilise cette référence, parce que vous avez deux visions différentes que vous pouvez mobiliser, soit celle de Benjamin Constant, soit celle de Kant. Et donc, pour Emmanuel Kant, j'en arrive à Emmanuel Kant, donc voilà, pardon, je voudrais juste finir avec ça. Pour Benjamin Constant, dire la vérité n'est un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité, mais pour lui, tous les hommes n'ont pas droit à la vérité. Nul homme n'a le droit, selon Benjamin Constant, de formuler une vérité qui nuirait à autrui. Et autrement dit, l'histoire a quelque part donné raison à Benjamin Constant, puisque dire la vérité alors que ça nuit considérablement aux familles juives, par exemple, qui étaient cachées, je pense aux enfants d'Isieux, puisqu'on en a déjà parlé, ici, dire la vérité, c'était compromettre l'existence de ces enfants et c'était nuire aux enfants. Et donc vous voyez bien qu'il faut, selon Benjamin Constant, adapter la vérité à la nuisance qu'elle provoquera pour certains individus. Et Kant, en fait, réagit de façon assez virulente à ça, en disant que le mensonge est toujours moralement répréhensible. Pour Kant, il n'y a pas débat. La personne à laquelle mon discours est adressé, elle a une valeur intrinsèque, une valeur en elle-même, ce qu'on appelle la dignité humaine. Et cette dignité, elle vient du fait que la personne qui est en face de nous, c'est un agent rationnel qui est capable de prendre ses propres décisions, qui est capable d'arbitrer par rapport à la vérité qu'on va lui transmettre, lui communiquer. Et donc pour Kant, il y a une vraie problématique du mensonge, et vous allez voir que les deux finalement ont un petit peu raison hein, dans leur manière de concevoir ce lien à la vérité. Pour Kant, le mensonge est doublement répréhensible, déjà parce qu'il corrompt la capacité morale de l'homme. À partir du moment où j'érige le mensonge en valeur morale, eh bien je corromps la moralité des individus puisque je les excuse quelque part de mentir. La deuxième chose, c'est que j'enlève à autrui sa dignité. Je l'empêche d'agir librement et rationnellement face à la vérité qui lui est due. Et donc, de ce fait, je lui enlève le droit qu'il a à l'humanité. J'en fais un objet de mon propre ressenti et non plus une personne dont il doit être ma propre finalité. Donc pour Kant, le mensonge nuit toujours à autrui, même s'il ne nuit pas à un autre homme, il nuit à l'humanité en général et rend vaine la source du droit. Pour Kant, à partir du moment où je me dis qu'il serait bon de mentir à une personne, par exemple, vous avez
une amie ou un ami et vous savez que celui-ci, qui est en couple, est trompé par son conjoint. Voilà, vous avez surpris le conjoint ou la conjointe avec quelqu'un d'autre. Et bien, de fait, vous pouvez vous dire que vous allez taire, cette vérité-là parce que vous allez lui faire du mal à cet ami, parce que, ce n'est pas à vous de le dire, donc vous prenez une responsabilité qui n'est pas la vôtre et vous avez, quelque part peur de perdre cet ami aussi. En lui disant quelque chose qui le fera souffrir, cet ami-là n'aura peut-être plus envie d'être en contact avec vous. Et donc de fait, vous allez avoir tendance à vous taire, mais la finalité de cette action sera beaucoup plus égoïste qu'altruiste. Parce que vous penserez d'abord à vous, à votre perception de la manière dont l'autre le ressentirait, et vous enlevez à l'autre la liberté de réagir comme il a envie d'agir face à la vérité. Et donc on l'empêche finalement d'agir tel que son humanité propre eh bien, le poussera à agir. Et puis deuxièmement, si vous légitimez le mensonge, dans ces cas-là, vous faites chuter l'humanité dans sa moralité absolue et universelle. Donc pour quand on a un vrai problème éthique, on doit absolument réfuter tout droit de mentir, et puis on doit absolument être dans une honnêteté qui est érigée en vertu et qu'il faut cultiver puisque ce sera le socle du développement moral universel. Voilà. Donc si je reviens à Kant ici, voilà, je vous ai remis la citation, hein, le mensonge nuit toujours à autrui, ça ruine la morale et donc de ce fait, nous avons le devoir d'en faire une obligation mutuelle. Il est vrai que si nous étions dans une société dans laquelle le mensonge, serait formellement interdit, nous n'aurions jamais la crainte qu'on nous cache quelque chose, qu'on joue un jeu, de duplicité avec nous. Et donc de fait, nous n'aurions pas, de doute sur l'intégrité morale de celui qui nous parle. Et les choses seraient parfois beaucoup plus simples. Voilà. Donc vous voyez les 2 atouts, de cette pensée à la fois de Benjamin Constant et d'Emmanuel Kant, et vous voyez les 2 limites, de ces 2 pensées. Donc là, encore une fois, hein, c'est beau parce que ça vous fait presque 4 références en une. Et comme on aime l'économie d'énergie, eh bien ça marche ici. Voilà. Je vous ai fait un dernier petit point, sur l'utilitarisme et le mensonge. Je vous laisserai le lire parce que c'est intéressant comme point de vue et nous pourrons en reparler, lorsque nous nous reverrons. À bientôt!